Nouvelle présentation de Mathias Brunet Rencontre. 4e invité, non le moindre. Max Talbot. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. J'explique toujours en préambule que c'est des entrevues très relaxes et j'invite des gens soit des gens qui sont proches, des gens qui me touchent. On n'est pas des grands bodies, mais Écoute, à un moment donné, j'ai aimé ça. Tu m'as texté parce que tu voulais avoir des questions sur le soccer. Ouais. Pour ton enfant. Puis on a fait la porc et fromage. Puis il y a eu une bonne connexion avec Snake, puis moi. Puis j'ai dit, tu sais, c'est pas tous les anciens joueurs non plus avec qui il y a... Mais sans te connaître, j'ai tout le temps aimé ton intelligence émotionnelle. Tu sais, cette sensibilité-là, puis d'avoir réussi tout ce que tu fais. D'ailleurs, t'es tout beau. Tu t'en vas à l'analyse de J'ai des beaux RDS. vêtements. Ouais, j'ai des beaux vêtements. Je dirais pas que je suis tout beau, mais mes vêtements sont beaux. Je m'en vais faire le match ce soir contre les Oilers d'Edmonton. Okay. J'ai fait le match de lundi. OK. Puis je fais le match de mardi prochain contre Seattle à 10h30. Ça, c'est toujours le fun, les matchs très tard. Là, quand les gens vont nous écouter, évidemment, ça va être passé. Ils vont savoir qu'il y a une couple de semaines, le Canadien a gagné ou perdu contre les Oilers. 4-1 contre les Oilers. Mais écoute, tu as touché à plusieurs affaires après ta carrière. Tu as été agent/développeur. Tu as été coach avec Joël dans la Ligue américaine. Tu es analyste. Qu'est-ce qui t'allume le plus? Puis, tu sais, ça veut pas dire, même si c'est coach, ça veut pas dire que t'aimes pas ça à RDS, là. Ouais. Mais c'est quoi le... C'est une bonne question. Ça fait déjà 6 ans que j'ai pris ma retraite. Ça va faire 7 ans en avril. Puis mon but, un petit peu, je m'étais préparé à l'avance. Avec l'Association des joueurs, il y a un programme qui s'appelle Game Changer. Tu fais un test psychométrique pour savoir qui tu es, comment... Puis, tu sais, comment... Puis c'est pas tous les joueurs qui sont au courant de ça. Donc, tu sais, c'est un super beau programme. Jay Harrison, ancien joueur des Hurricanes de Caroline, est devenu psychologue. Puis, il aide ce côté-là, il apprend à te connaître, puis là, il te dirige vers quel emploi que tu serais le mieux. C'est pas tous les joueurs qui connaissent ça? Non. Puis c'est un super service là, à faire. Il faut que tu le fasses dans la dernière année. Tu peux le faire pendant ta carrière, sinon, tu as 1 an après la fin de ta carrière pour faire ce programme-là. Okay. Parce que ça vaut des sous quand même. Là, donc, l'association des joueurs prend les fonds que les joueurs donnent à l'association pour offrir des services comme ça. Moi, j'ai fait ça pendant que j'étais en Russie. Qui es-tu? Qui es-tu? Non, mais ça prend à savoir qui tu es. Oui, j'aurais été... La vente m'intéresse. J'aurais été un très bon armé. La vente, ça tombe bien. La vente, entrepreneur BI, justement. On a une nouvelle saveur qui est sortie cette semaine, qu'on est très occupé. Ouais. Mais la vente, tout ce qui est très dur, je m'accomplis beaucoup dans la difficulté. Tu sais, avoir le nanan à la fin de faire... J'aurais été un bon Navy SEAL, mettons. Oui. Effort extrême. Ah oui, hein? Tu sais, travailler dans les mines. Oui, pour vrai, oui. Tu sais, quelque chose qui est exténuant, ça ressort le meilleur de moi. Le plus gros défi, plus gros que j'ai une chance d'avoir du succès. Ça vient d'où, ça? Je te dirais mon enfance, peut-être. Mon enfance. Attends, je vais aller chercher un fauteuil, tu prends tes temps. Oui, c'est ça. On rentre déjà là-dedans, mais c'est... je te dirais... Tu sais, hard times, il y a une quote qui dit ça, là, on va dire en anglais, là, mais c'est hard times create hard people create easy times create easy people, and easy people create hard time. Puis, je dis pas que j'ai eu une enfance difficile, loin de là, mes parents ont été extraordinaires, j'avais 2 grands frères. Mon père, en récession, travaillait à l'extérieur un petit peu, donc ma mère était toute seule avec 3 délinquants. Jeune frère qui... Délinquant, c'est une formule ou c'est quand même délinquant? On était quand même... On avait dedans, là. On avait dedans. On vient de Ville-le-Moine ici, là, pas loin de Longueuil. Puis on est beaucoup dans le plaisir, mais... Tu sais, on s'est élevé à l'aide de ma mère. Mon père était quand même là. Il était pas présent du tout. Ma mère nous amenait faire des livres covoiturage. Puis, tu sais... En étant le plus jeune, je suivais mes grands frères, j'ai appris vite quoi faire, quoi pas faire. J'ai fait des erreurs toujours assez grosses pour me donner une petite tape sur la main. Comme quoi une erreur? Tu sais, des petites erreurs de délinquance, admettons. Hey, t'es un bon journaliste. Je suis un intervieweur, là, puis là, regarde, quand les portes s'ouvrent. Oui. Mais tu sais, de toute façon, je pense pas qu'on va t'arrêter puis te mettre en prison. Non, mais tu sais, des erreurs de jeunes, admettons, arriver puis ouvrir le tiroir d'alcool de mes parents, puis faire des parties comme ça. OK. Tu sais, Puis c'était jamais assez grave que, tu sais, justement, je me faisais arrêter, mais c'était tout le temps sur la ligne que, OK, j'apprenais. Fait que, avec tout ça, ça m'a amené beaucoup de résilience, mais beaucoup peut-être un besoin de me prouver aussi.
en essayant de souvent suivre mes frères. Ouais. Donc, j'avais ça en moi d'arriver. Fait que tous les défis qui ont été en face de moi, c'était toujours comme un défi pour me prouver puis arriver à tirer le meilleur de moi. Puis c'est comme ça que je me suis développé un petit peu avec mon caractère, ma hargne. Plus le défi était gros, plus le rêve, comme jouer dans la Ligue nationale, que tu penses que c'est impossible, puis que finalement, tu te mets des petits buts, puis tu as un but global de crime. C'est de jouer en Ligue nationale. Je me mets des petits buts naturellement. Je sais pas, j'ai trouvé ça où. Tu sais, d'arriver des bucket lists, pour faire des listes. Au début, je veux faire tant de buts, je vais arriver l'an prochain, je veux jouer tel niveau. Tu as commencé ça quand, à te faire une... Assez tôt, mentalement, assez tôt. Tu sais, des fois, je parlais à mes enfants, puis je dis, papa, à votre âge, j'ai passé le Journal de Montréal. À quel âge? J'avais 9-10 ans. Ça te tentait pas de passer la presse, non? J'ai fait les deux. OK, J'ai fait les deux. Je pense que le Journal de Montréal, il donnait une passe de saison pour la ronde. C'est pour ça que je regardais le Journal de Montréal. Colin, hein? Ouais. Il aurait fallu... C'est ça. Mais tu sais, pendant 5 ans, là, se lever à 5h30, 6h dans les tempêtes, l'été en rollerblade, où j'ai peut-être développé une technique de patin. Mais, fait que, on a quand même... Il n'y avait rien de donné. Fait qu'il fallait travailler pour... recevoir, puis ça a été avec du recul. Mon père, c'est un travaillant. Il travaille en construction toute sa vie, donc on a eu ce modèle-là de travailler très, très fort. Puis c'est ça, c'est comme ça que je me suis... Mais t'étais-tu une superstar quand t'étais... Tu sais, t'as-tu rêvé à la Ligue nationale tôt ou... Ben, en 6e année du primaire, qui est l'âge à mon fils présentement, 11 ans, ben, je dis à mon prof, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie? Tu veux jouer au hockey? Ben oui, qu'est-ce que tu veux faire pour vrai? Je veux jouer au hockey. Ben. Fait qu'il y avait toujours ce rêve-là. Le prof... On s'en rappelle, ces affaires-là, hein? Oui, c'est un petit peu une motivation. Ouais. Puis c'est la première à qui tu penses quasiment quand tu joues ton premier match, tu sais. Tu as-tu pensé? Celle qui a douté, ouais. OK. Tu l'as-tu déjà recroisé? Non, jamais. Mais dans ma tête, ça... C'était quoi son prénom? T'en rappelles-tu? J'ai pas de mémoire, moi. Parce que moi, je me rappelle, en 5e année, j'avais dit que je voulais être premier ministre. J'ai échoué. Mais Mme Vincent m'avait dit non. C'est ça. Fait que, non, je ne serai jamais en politique. Pourquoi? Mais je me rappelle. Ouais. Donc, quand j'y ai cru, je te dirais, j'y ai cru quand j'ai chaussé les patins lors de mon premier match avec Sidney Crosby, Mario Lemieux en 2000. Tu n'as pas cru avant? J'ai été repêché, j'avais des bonnes saisons juniors, j'ai fait équipe Canada junior, tu sais, mais pour moi, tant que j'allais pas jouer un match, j'étais pas fait. Puis moi, ce qui me fascine, puis je t'en ai parlé, tu sais, quand on est dans la rue, puis on joue pour le fun, puis que là, notre mère ou notre père nous crie que c'est le temps d'aller manger, puis il reste 2 minutes, ce qu'on se dit, c'est qu'on est le 7e match de la Coupe Stanley. On va reparler des paroles de chansons après. 7e match de la Coupe Stanley, puis on score, puis on fait gagner notre équipe. Puis justement, comme tu le disais, tu étais un joueur moins flamboyant, moins gros profil. Tu es rentré un peu par la porte de derrière, 9e ronde? 8e. 8e. 234e. Tu sais, ton destin n'était pas là. Puis il y en a qui connaissent leur moment de grâce dans un match hors concours contre les Devils du New Jersey. Il y en a d'autres, leur moment de grâce, excuse-moi, ça va être le 11 février contre les Hurricanes à la maison. Ouais. Puis toi, ton moment de grâce, ça a été le 7e match de la Coupe Stanley avec 2 buts pour donner la coupe à Crosby, Malkin et compagnie. Ouais, faudrait regarder le nombre de matchs que j'ai 2 buts dans ma carrière. Ça doit être pas plus haut que 10. Sérieux? Ben, en fait, j'avais fait 2 buts, match numéro 3 aussi à la maison, pendant cette série-là. Ouais. Donc, tu sais, c'est une série qu'on croise Détroit 2 années de fil. On a perdu en 2008, on se retrouve en 2009. Puis là, je me retrouve le meilleur buteur de la série finale. C'est quand même quelque chose. Puis j'imagine, avant le 7e match, tu t'es levé dans la chambre, tu as dit à Sidney, laisse-moi parler, je vous en score 2, puis on gagne la coupe. I got it. Comment tu te sentais? C'est niaiseux peut-être, mais tu te sentais comment cette journée-là? Ouais. Tu te sentais comment dans le vestiaire avant le match? Ben, c'est une bonne question. J'ai 2 petites anecdotes là-dessus. Tu sais, la première, c'est le matin, après la pratique du matin, je me suis fait demander, Maxime, je pense que c'était TSN dans le temps, Maxime, il y a toujours un storyline, une histoire lors d'un match numéro 7. Il dit, qui tu penses va faire la différence ce soir? Puis ma réponse très rapide, j'ai dit, I hope it's gonna be me. T'sais, j'ose espérer que ça va être moi. Ouais. Donc, j'avais déjà cette croyance-là. Moi, je crois beaucoup à spiritualité, visualisation, mettre des mots dans l'univers. Je suis toujours fonctionné comme ça. Puis je dis à ma femme, des fois, fais attention pour what you wish for. Fais attention à ce que tu me dis parce que je suis capable de le créer. T'sais. Donc, j'avais déjà cette graine-là en tête parce que je me disais, j'avais le pouvoir d'y croire.
Puis la deuxième chose, c'est on a regardé le match numéro 7 il y a peut-être 3 ans à Pittsburgh avec Colby Armstrong pour un show de télé avec Tyler Kennedy. Puis Tyler Kennedy me dit, Max, il dit, je sais pas si tu te rappelles l'arrêt d'autobus pour aller au match, là. Ben de Marc-André Fleury, avant de quitter l'hôtel, ça c'est une petite anecdote, là, lui, il n'a pas dormi l'après-midi parce que la chambre d'à côté faisait du bruit. OK. Fait que lui, il s'est dit à bonne idée de prendre une poubelle, la remplir d'eau et la glisser contre la porte de la chambre voisine qui ne savait pas c'était qui. Il a cogné puis il est parti. Donc, les gens qui ont ouvert la porte, ils ont eu les souliers tout trempés. Ben non. On appelle ça un leaner. C'est un prank qu'on faisait entre nous. Mais Marc-André, il arrive là. Le jour du match 7, il fait ça. On se retrouve dans l'autobus. Puis Tyler Kennedy me dit, Max, il dit, je sais pas si tu te rends compte comment tu m'as fait du bien ce jour-là. Parce que moi, je me promenais dans le boss. J'allais voir Fleury. Hey, qu'est-ce que tu vas faire à Sorel? T'amènes la coupe à Sorel? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, je mettais un peu une idée dans la tête des gars. J'étais très positif. J'étais très... Moi, je pense pendant ma carrière, j'ai été qualifié de thermostat de la chambre un petit peu. C'est une des raisons pourquoi que je me rendais indispensable à un vestiaire. C'était un thermostat parce que des fois, j'arrivais un petit peu plus sérieux là, avant un match. Là, les gars étaient comme, ça va Max? Es-tu correct? Ouais. Non, c'est un jour de match. Fait que là, c'était comme tu voyais l'atmosphère. Ou d'autres matins que l'équipe était down, ça fait 2-3 super. La musique dans le tapis, let's go, on y va. Fait que ce jour-là, moi, j'étais comme vraiment énergie positive. Puis Tyler Kennedy dit, j'étais nerveux au bout, là, pendant le match, les mêmes mois, tout ça. Puis là, je te voyais, j'étais comme... Puis là, je fais des jokes. Puis... Fait que ça l'avait comme calmé avant son match. Donc, j'avais une très bonne vibe. Puis en visionnant le match, je te dirais que c'est probablement un des meilleurs matchs de ma carrière, nonobstant les buts. La manière que j'ai bougé mes pieds, que j'étais sur la puck, c'était quand il y a quelqu'un qui t'aide, je sais pas. Puis dans le vestiaire, juste avant, tu avais la même vibe? Tu n'étais pas si nerveux que ça? Non. Comme tu l'as dit, tu as commencé ta question en disant, tu l'as fait dans la rue. Là. Je l'avais fait des milliers de fois dans ma tête. Puis pour moi, on peut pas perdre. On s'est rendu là. L'an passé, on a perdu match 6. Puis j'avais le feeling qu'on a gagné malgré une puissance offensive de l'autre côté. Là. On était 3 qui étaient... on a eu un lancé en 3e période. C'était 11-1 les lancés. On s'est pas fait mitrailler, mais on avait vraiment joué très, très passif. Là, raconte-moi donc un peu ton match. Tu sais, je sais qu'on l'a vu des milliers de fois, mais de ta vision à toi, disons, le premier, là. Première période, qui allait des deux côtés un petit peu. Je pense que les 3 nous ont dominé un petit peu. On arrive en deuxième, milieu de la deuxième, puis Brooks Orpik, il arrive à la ligne rouge, il la met dans le fond, elle fait le tour du filet. Je pense que c'est Cronwall qui échappe la rondelle, Malkin la coupe avec son patin. Puis j'ai eu 1 seconde pour regarder le filet Osgood. J'ai fait un move à gauche, les jambes se sont ouvertes, puis je l'ai mis dans le 5e trou, entre les jambes. Ça, c'est de l'état de grâce aussi, là. C'est des trucs que tu fais pas nécessairement, mais que cette journée-là... T'es dans le flow. Tu sais, le flow, là, pour un athlète, là, c'est rare, ça arrive. Je sais pas si tu as vu le film la Formule 1 F1 avec Brad Pitt. Si tu l'as pas vu, regardez ça tout le monde. L'histoire est extraordinaire, c'est bien filmé, c'est magnifique, un budget très gros aussi. Là, c'était bien produit, Jerry Bruckheimer. Mais à un moment donné, Brad Pitt, il dit à celle qui devient sa copine, il dit « Moi, je conduis une voiture, puis il y a un moment que je recherche toujours, c'est quand je suis en voiture, puis qu'il n'y a plus de bruit. Je suis là, puis je vole. » Des matchs comme ça, c'est comme ça que tu te sens. Donc, tu essaies toujours de retrouver la façon de retrouver dans cet état-là. Comme Ohtani lors de son match. C'est un feeling, c'est un ressenti, mais tout va bien, puis tu ressens la glace, tu ressens la rondelle, tu sais justement, tu as des automatismes que tu as fait souvent. J'aimais beaucoup lancer entre les jambes. Là, ça s'est ouvert, puis naturellement, j'ai été capable de la mettre dedans. Puis après ça, Sidney Crosby se blesse au milieu de la deuxième aussi. Là, les lignes changent et tout ça. J'étais avec Malkin, Fedotenko au deuxième trio. Là, je me retrouve au centre de la 3e. Donc, tout ça change. On joue à 3 centres. Puis, mon deuxième but, Chris Kunitz fait une belle sortie de zone. Je me retrouve à 2 contre 1 avec Tyler Kennedy. Puis, c'est un droitier à droite. Donc, il n'y a pas le lancer sur réception. Fait que moi, je suis quand même sur mon côté pas fort, dans le fond, là, off-wing. Puis, écoute, je pense encore à ce jour que Osgood faisait un Martin Brodeur puis qu'il me donnait de l'espace de la mythe pour la prendre, me faire viser là. Tu sais, Brodeur faisait ça souvent. Il donnait un trou côté de la mythe. Puis, à la dernière minute, il le fermait. Parce que j'ai vu un trou grosseur de la télé qui est là. Donc, je ne l'ai pas manqué.
Puis là, c'était 2-0. Ils sont revenus 2-1 en troisième période. Puis ils ont touché un poteau aussi plus tard dans le match. Je pense avec 4-5 minutes à jouer. Ils ont touché un poteau. Marc-André il a flatté son poteau. Mais dernière mise au jeu aussi, je me rappelle très bien. Là, il reste, je crois, 6 secondes en territoire offensif. Puis on parle la mise au jeu. Je m'en vais sur Rafalski, il la met au net. Puis là, tu as la fameuse arrêt de Marc-André Fleury sur le titre. Puis c'est drôle parce que pour le livre que je vais te donner tantôt, Histoire de repêchage, je parlais à Alexandre Daigle, puis il me parlait de la journée du repêchage, lui, puis la notion du temps. Un jour de repêchage par rapport à une journée normale. Il a duré combien de temps, ce match-là? Y a-tu été très, très court? Y a-tu été très, très long? Tu es dans une autre zone? La seule chose, à un moment donné, j'étais voir Marc-André Fleury quand ils ont marqué leur but. C'est 2-1, là. Puis, on va toujours me rappeler, j'étais voir, j'ai dit, Marc-André, j'ai encore le but gagnant. Fais-toi-en pas. On l'a. Ah oui? Tu sais, milieu du match, il vient de se faire scorer. Bon, Marc-André, on avait une proximité, là. On avait une routine avant d'embarquer sur la patinoire qui était complètement idiote, là. On faisait juste dire des jokes, puis regarder le monde dans les estrades, puis c'était zéro pour la concentration. C'était pour se déconcentrer. Revenir dans le moment présent. Donc, j'avais été le voir, je disais, genre, j'ai encore le but gagnant. Mais j'ai tellement été impliqué dans ce match-là que ça a passé quand même très vite, là. Je regarde les gars sur le banc, la réaction des gars quand la dernière mise au jeu est là, ils font, ils screenent le banc, puis c'est sûr qu'il était beaucoup plus nerveux que moi qui étais sur la glace. C'est toujours ça. C'est comme regarder son enfant jouer un sport. T'es beaucoup plus nerveux que toi-même le faire. Puis t'étais content d'être sur la glace, là. Ben oui. Une belle marque de responsabilité. Puis là, tu sais, t'as fait ça 1000 fois dans la rue, là, soulever la coupe, là. Mais là, quand elle est là, celle-là, puis que tu la lèves, c'est-tu la même affaire ou c'est différent que ce que tu avais imaginé? Ben, c'est bien meilleur, là. Je pense que ça, tu peux l'imaginer, mais il n'y a pas de... Il y a rien... C'est surtout un match 7, puis c'est pas comme tu mènes 3-0 dans la série, tu t'attends à le faire, c'est que tu dis, tu perds... Tu sais, c'est... Donc, l'émotion est spéciale, c'est sûr. L'euphorie. Puis tout de suite, tu penses à ta famille. T'sais, moi, j'étais célibataire dans ce temps-là, puis toutes les célébrations qui s'en suivent. Là, Pittsburgh avait amené 2 avions, donc un avion pour la famille, après le match 6 qui était venu en ville. Puis c'est juste ça, c'est comme let's go. Là, j'ai vécu ça avec mes frères, leurs copines, mes parents qui étaient là. On était chez Mario Lemieux le soir même, il y avait une grosse célébration. Puis j'étais très fier et heureux de partager ça avec eux. Puis tu sais, j'étais un gars comme... Je pense que les gens le savent, là, j'aimais ça faire le party, c'était moi qui organisais les parties à Pittsburgh. Mais pendant les jours qui s'en sont suivis de la victoire, qui ont suivi, c'était... Je suis fier de comme... J'ai pas trop célébré. J'ai pas trop pris une bière parce que je me connais, prendre une bière, t'oublies les célébrations, whatever. J'ai comme resté... Tu voulais le savourer. Ouais, je voulais le savourer, puis je l'ai fait. Puis, tu sais, t'en as qui vont gagner des coupes qui ont eu des rôles plus mineurs, mais là, d'arriver puis de dire, cette coupe-là est à vie, puis j'ai été un facteur, là. Hey, ça, c'est drôle parce que j'en ai jamais reparlé ou vraiment apprécié le moment tant que j'ai pas pris ma retraite. Parce que pour moi, si t'arrêtes pour contempler ce que t'as fait, t'arrêtes d'avancer. Puis c'était vraiment Puis je regrette un peu ça. Tu sais, parce que ça peut te donner confiance aussi. Si tu l'assumes pleinement, tu dis, je suis capable de le refaire. Puis, autant que j'étais fort mentalement plus jeune pour me rendre là, que là, je suis comme fait, non, c'est un travail d'équipe, tout ça. Puis c'était un travail d'équipe. Mais je le prenais pas, ce moment-là. Parce que dans ma tête, je voulais continuer à avancer, mais l'avoir pris m'aurait peut-être plus avantagé. Je pense que oui. OK. Puis, comment on fait pour... Tu sais, c'est comme un chanteur rock, là. Il joue devant un stade de 80 000, puis après, ça finit. De vivre ça, comment on fait pour... On peut pas recréer ça dans la vie normale. Non. C'est dur de vivre ce vide-là? Oui, puis non. J'ai été chanceux avec le travail que j'ai fait. Travail émotionnel, spirituel. Je me préparais à ça. Puis en fin de carrière, je me disais toujours, le hockey n'est pas qui je suis, mais ce que je fais. OK. Pour me séparer du joueur de hockey un petit peu, ça a été mon travail que j'ai adoré. Tu t'ennuies beaucoup. Tu t'ennuies de la chambre. Tu t'ennuies, oui, de l'adrénaline aussi. Je m'ennuie peut-être des fois de l'importance que les athlètes ont aux yeux des fans. D'une façon
non égocentrique, puis, mais d'une façon où que tu vas faire une visite d'hôpital, puis que tu sais que, crime, les gens sont contents de te voir, puis tu fais une différence dans leur journée. Ça, j'appréciais ça beaucoup. Donc, c'est sûr que si tu fais des médias, je m'en vais au match ce soir, les gens sont quand même contents de parler de hockey avec moi, mais c'est pas pareil. Un joueur du Canadien a une importance différente qu'un gars qui commande sur le Canadien, sans enlever d'importance aux médias. Donc, ça, j'aimais ça beaucoup. L'adrénaline, j'ai été la rechercher dans d'autres sports. J'ai commencé à faire du jiu-jitsu. OK. J'allais 5-6 fois au gym par semaine. Puis là, j'ai fait des compétitions. Puis ça, c'était la grosse adrénaline pour moi. J'étais un gars super curieux. Puis c'est ça que je m'ennuyais du coaching un peu. Quand j'ai été coaché, je suis tellement curieux, j'ai tellement de passion puis de lire sur milliers d'affaires que juste de faire du hockey en tant que coach, des fois, moi, j'étais comme j'aimais mieux lire un livre sur, je sais pas, les 4 accords Toltec le soir que de finir ma présentation de la game du lendemain de qui est positionné où sur l'avantage numérique. Fait que ça, je trouvais ça que c'était trop une affaire parce que j'ai plein d'autres passions que j'ai encore la chance d'essayer. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat me prend beaucoup de mon énergie. C'est pas... Ce qui est dur, c'est que la Ligue nationale puis les matchs de hockey te donnent tout de suite une réponse sur ta préparation. Tu as toujours le nanane. C'est pas toujours un nanane quand ça va pas bien, ça va pas bien, mais tu as toujours l'évaluation tout de suite de comment tu as fait. Ça, dans la vie, c'est rare. T'sais? Fait que ça, je m'ennuie de ça. Tu sais, bâtir une business, là, tu vas le savoir, ça marche 6 ans après. Là. Puis tous les jours, tu mets des efforts envers une chose. Tu sais, la télé, t'as pas vraiment t'as-tu bien fait ou pas bien fait ce soir? T'as pas un coach qui t'évalue, t'as pas... Donc, ça, je m'ennuie de cette petite pression-là. Mais là, ça va très bien, l'entrevue, là. Je te dis, là. Merci. Ça, t'as des résultats, là. Merci, Mathias. Je t'en donne, là. Ah ouais, ben, t'es bon. On va y aller avec les photos. Mon père a une belle coupe de cheveux. Oui, hein, on dirait des photos. Des fois, tu vois ça sur les réseaux sociaux, des photos d'époque, là, avec les fonds... Oui. Ça, c'est mon repêchage. En 2002, on est à Toronto. Même si j'étais listé un petit peu plus tard, on avait décidé d'y aller en famille, c'était pas loin. Mais j'étais listé quand même 3e ronde. Puis j'ai été... je peux te dire qu'il y a des faux sourires là-dedans. Mon frère en haut à gauche et ma mère, Lucie, qui était là, je vais toujours m'appeler vers la 6e ronde. Parce que dans le temps, c'était la ronde 1, 2, 3 le premier jour. Puis de 4 à 9 le deuxième jour. Donc, le premier jour, tu es déçu de pas avoir... Je veux que tu continues à me compter, mais garde-toi-en aussi au cas que j'en fasse un 2. Là. Ah, parfait. Mais vas-y. Ben, le premier jour, tu es déçu, fait que tu n'es pas repêché. Mais là, le deuxième jour, ton agent dit « Ah, ça va être tôt. » Puis finalement, on attend. Puis mon frère, puis ma mère avait été fumer une cigarette dehors. Puis ils sont revenus les yeux tout rouges, ils avaient pleuré, ils étaient déçus pour moi. Puis moi, j'étais dans les estrades, puis il y avait des fans des Islanders en arrière de moi qui avaient un gros drapeau, puis à un moment donné, j'étais là. Puis, je faisais des blagues, j'essayais de faire rire ma famille, fait que je pensais plus à eux qu'à moi. Puis c'est ma grosse empathie. Mais fait que ça, j'ai-tu c'est un faux sourire? Non, parce que de porter un chandail de la Ligue nationale, c'est spécial. Ton père a l'air quand même content. Mon père est toujours content. Oui. Puis ton empathie, ça vient d'où? Ben, c'est drôle, hein, parce l'intelligence émotionnelle, l'empathie, tu sais, ça s'apprend pas à l'université. Non. Mais c'est drôle parce que j'ai fait des tests, justement, sur les personnalités. Guillaume Dulude, là, j'ai été en Afrique avec lui, qui est un docteur en psychologie, peu importe. Puis j'ai fait des tests, puis j'ai pas beaucoup d'empathie dans la vie. Mais c'est drôle parce que mon niveau d'empathie est pas élevé. Mais sur des choses, je suis empathique, mais pas sur tout. Vraiment pas sur tout. Puis je peux être dur des fois sur les gens impatients. Tout ce qui fait pas de sens, j'ai zéro patience pour ça. Mais oui, dans des situations comme ça, là, quand j'étais empathique quand même pour eux, parce qu'ils voulaient du bien pour moi. Veux-tu nous les nommer quand même? Oui, c'est mon des gens père importants. Serge, mon frère Will en haut à gauche, Francis, mes 2 grands frères, puis ma mère Lucie, qui ont toutes fait partie de mon parcours. Là. Eux, là, ils n'ont pas manqué beaucoup de games juniors à Gatineau. C'est 2h30 de voiture, puis ils venaient me voir. Puis tu sais, mes frères, avec du recul, veux pas, tu sais, j'ai eu beaucoup d'attention parce que j'ai fait. Tu sais, ils étaient toujours là, ils m'ont toujours encouragé. Puis
Mes parents aussi, beaucoup de lifts. Parce que des fois, ça peut être difficile aussi pour des frères, Ouais. quand il y en a un qui réussit. Ouais. Je sais pas comment ils ont vécu ça, mais... Ben là, ils vont tous très bien, mais tu sais, je me rappelle souvent, t'es le frère à Max, tu sais, tout ça. Puis là, dernièrement, en ayant ma boisson hydratante BI, je me promène dans des foires d'alimentation. Puis souvent, je me fais accoster parce que mon frère Francis travaille présentement pour Bimbo, là, une compagnie de pain. OK. Puis souvent, c'est t'es le frère à Frank. Ah, t'es le frère de Frank. Exact. Donc, tu sais, c'est ça. La roue tourne, puis la vie évolue. On va y aller avec le numéro 2. Ben, des jeunes visages. Oui, des jeunes visages. On est à Équipe Canada Junior. On est en Finlande en 2004. Ouais. Et là, ça doit être avant la finale parce qu'on a perdu la finale. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est avec Marc-André Fleury avait shooté en finale sur Coburn qui jouait ouais. son propre coéquipier. Puis on menait 3-1 en allant en troisième période. Puis on a perdu 4-3. Okay. Donc ça doit être avant la finale. Mais c'était avec la filière québécoise qui jouait dans la LHJMQ. Sid n'est pas québécois, mais quasiment. Parce que Sid, il ne perd pas souvent des finales, là, me semble. Non, exact. Mais il y avait... Toi non plus, d'ailleurs. 16... j'en ai perdu en oui? tabarouette. Le monde pense, Max, Ah ouais? gagné 2 Coupes du Président. Oui. Dans la même année, là, j'ai perdu les 3 plus grandes finales de l'histoire, qui est 2 fois la Coupe Memorial en finale et Équipe Canada Junior. Puis ma première finale de la Coupe Stanley, je l'ai perdue. Fait que c'était 4 des plus grosses finales de tous les temps que j'ai perdues avant de gagner en 2009. Donc, tu sais, oui, tu gagnes la Coupe du Président, tu as gagné ces finales-là, mais tu perds la grosse finale. Donc, c'est ça. Puis j'avais ma cravate chanceuse que je mettais pour tous les matchs importants, qui a un petit joueur de hockey dessus, qui est très laide, que j'ai mis pour mon intronisation au Tremblay de la GMQ. Ouais. Qui sont les autres? On a Mario Durocher, qui était l'entraîneur-chef québécois, Marc-André Fleury. J'oublie le nom de l'autre, je crois que c'est un entraîneur adjoint, M. Gilles Courteau, qui a été commissaire de la Ligue à la GMQ pour des décennies. Après ça, on a Sid Crosby puis Steven Dixon, qui était un très bon joueur du Crabbe-Breton, joueur défensif. Fait que quand tu es rentré à Pittsburgh, tu n'étais pas non plus, tu n'avais pas à être intimidé. C'est pas comme quand Guy Lafleur croise, Jean Béliveau venait juste de prendre sa retraite, mais tu avais grandi avec eux. Oui, c'est ça. Flower, il avait été dans les buts, lui, à 18 ans, fait que l'année avant le lockout. Puis c'était un petit gars de Sorel, on jouait contre lui au hockey mineur. Sid, je l'ai rencontré quand il avait 13 ans. Moi, j'avais 16 ans. Ah oui, hein? On avait le même agent, Pat Brisson. Ouais. Puis Pat, il invite tous les joueurs, leur année de repêchage, il les invite à Californie pour faire un camp d'entraînement là-bas. Première fois, je prends l'avion. J'ai 17 ans. Puis on avait été en Californie, puis Sid, il était là parce que il savait qu'elle allait signer avec Pat. Ouais. Mais à 13 ans, Sid avait déjoué Chris Chelios, qui était là entre les patins, puis il était déjà... tu savais qu'elle était... Donc Sid, je le connaissais très bien. Quand on a gagné la loterie, j'étais très, très content. J'étais déçu parce que tu perds un spot de centre. Ouais. Mais j'étais 8e ronde. Je m'attendais pas à faire la Ligue nationale, je pense, si vite. OK. Ouais. Numéro 3? Ah, là, on va... Ouais. Ouais, c'est une belle photo, ça, hein? Partie de la Coupe Stanley, le 31 juillet 2009. Ça, c'est le soir. J'avais loué un île à Boucherville, près du pont-tunnel. Puis, écoute, j'avais payé pour mettre un stage comme ça, sur l'eau, une plateforme sur l'eau. Et j'avais invité à... Écoute, j'avais comme une relationniste de presse j'avais dit, hey, je fais un part de la Coupe Stanley, ce serait le fun d'avoir des artistes. Fait que ceux qui ont chanté cette histoire-là, il y avait les Vilains Pingouins, les Bébés, Dogmatic, Simple Plan était présent. Bob était là, mais Bob n'était pas connu. C'était mon capitaine junior. Puis j'avais engagé un cover band au cas où personne ne voulait chanter. Ouais. Cover band a chanté 2 tunes. Bob a pris tout l'espace. Puis après ça, je me suis promené avec le micro toute la soirée en chantant par-dessus. Ouais. Tu sais, les bébés. Puis, Bob Bissonnette qui est décédé malheureusement trop jeune dans un accident d'avion. Puis moi, je me rappelle, c'était ses débuts aussi. J'en avais parlé sur mon blog. Puis quand il descendait de Québec, il venait jouer dans mes ligues de garage. Ouais. Puis il était dans les bars à Montréal. Là, j'y allais, puis on était 7 là, au début. Ouais. J'étais tout seul. Puis mes enfants écoutaient du Bob Bissonnette en boucle. Lui, il arrivait, sortait la guitare de l'auto avec ses bas troués, puis il chantait pour mes gars. T'étais-tu là à son lancement de son premier CD? Je pense que c'était... J'oublie un petit pub à Montréal. Je pense C'est que sur Saint-Denis? Oui. C'était plein, oui. Oui.
Ben, c'était... Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Parce que là, il y avait plus de monde. Là, Il y avait plus de monde, là. Mais moi, j'ai produit son premier CD. Ouais. Moi, j'avais fait un prêt à Bob qui me remboursait en dedans d'un an en billets de 20 $. On n'appellera pas le gouvernement aujourd'hui. Ouais. Mais il vendait ses CD 20$ en arrière de sa valise. Puis, tu sais, Bob, je l'entends maintenant. On a vu Montembeault qui a choisi une toune de Bob lors du match, premier match de la saison ici à Montréal. Je trouve ça triste que il est devenu ce qu'il voulait être une fois qu'il est décédé. T'sais, il voulait jouer à Montréal. Il voulait remplir le stade olympique, le Centre Bell. Il disait toujours ça. Il était immense en région. T'sais, il y avait 3 albums. T'allais en Beauce, t'allais en Abitibi. Bob, tout le monde se l'arrachait. Puis dans la région de Montréal, il y avait tout le temps de la misère. Comme je te dis, j'étais pas mal tout seul de ma gang. Là. Fait que toi, quand t'as entendu ça avec le match d'ouverture, ça t'est venu te chercher? Ben, à chaque fois, je fais les matchs canadiens, puis j'entends dans les entractes, il y a souvent une toune de Bob qui joue. Là. C'est sûr que ça vient me chercher. Mais ça, regarde, ils vont filmer je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais un dernier vidéoclip. Là, ils en ont fait un dernier avec André Roy dernièrement. Donc, tu sais, les gens de sa fondation, Steve Jobidon, qui était le frère à Bob, là, le vrai frère à Bob aussi, Alex Giroux, sont tous sur le CA de la fondation de Bob Bissonnette. Son nom vit encore parce qu'il fait encore tournoi de hockey, tournoi de golf, il ramasse des sous, il remet beaucoup dans la communauté. Puis quand tu vas entendre le thème d'ouverture aussi ici, ça va venir te chercher aussi. Ben, pourquoi ce gars-là t'a marqué comme... T'as joué avec lui, mais qu'est-ce qui a fait que ce gars-là, il vit encore en toi puis il est venu te chercher à ce point-là? C'était quelqu'un de différent. C'était quelqu'un qui te marque. Écoute, je dis souvent, moi, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Peut-être quelques fois par semaine à cause de Bob. Lui, il disait ça chaque jour. Moi, je suis arrivé, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Je venais d'être échangé contre son meilleur chum, Alex Giroux, qui est un marqueur phénoménal au niveau de la Ligue américaine de hockey. J'ai été échangé parce que moi, j'étais un bon espoir, puis Rouen Aranda a essayé de gagner la coupe, donc je me fais échanger contre son meilleur chum. J'arrive en pension, c'est lui qui vient me chercher. Un shadow dégueulasse, tout sale. Puis il m'a pris sous son aile. Puis rassembleur, un gars qui a le couteau d'un dent. Dans mon courriel Hotmail, là, on retourne en 2003. Ben, mon premier courriel que j'ai jamais reçu, c'est Bob qui m'écrit un long texte comment qui croit en moi, qui veut que j'aille gagner la Coupe du Président parce que lui venait d'être échangé. Ma mère a eu le cancer du sein quand elle avait 50 ans, ça fait 20 ans déjà. Puis il a écrit une lettre à la main avec un bat de baseball rose. Il travaillait pour B45 avec Michel Laplante, qui serait un excellent invité pour toi ici d'ailleurs. Là. Mais donc, un rassembleur, juste un vrai. Tu sais que tu l'appelles n'importe quand, il va être là. Puis il y a beaucoup, je pense qu'il y avait beaucoup à nous donner. Puis c'est ça qui est triste, c'est qu'il venait de partir une application de téléphone qui ressemblait à Instagram. Là. Tu fais communiquer avec des chansons. Puis, tu sais, il avait investi de l'argent, puis il y avait plein d'idées loufoques, là, que tu te dis, ben voyons donc, mais il le faisait. Puis, c'est certain que aujourd'hui, s'il est encore en vie, il aurait pu nous acheter Lou Morissette. Il serait milliardaire, Bob. Il aurait été assis ici assez vite aussi. Ah ouais. Je pense qu'il en reste une dernière. Ah non, il en reste 2. Ben, ça, je m'excuse pour la définition de l'image, mais ça, c'est... C'est après mon mariage puis la naissance de mes enfants, il faut toujours justifier ça. Ça en vient après, ben, c'est mon plus beau moment en carrière, c'est sûr, d'accomplir ça. Un petit cul que c'était pas sa destinée d'une certaine façon. Puis je coach au hockey mineur maintenant, puis je me dis, c'est le rêve de tous les jeunes hommes. Là. Je les regarde dans les yeux, ils veulent tous jouer en Ligue nationale, mais tu sais que c'est 0,1% des kids qui vont le faire. Là. Écoute, question vraiment niaiseuse. Es-tu lourde? Je pense que c'est 35 ou 45 livres. Non, mais... ben, avec l'adrénaline, pas tant que ça. Tu t'en rends pas compte? Non, mais moi, j'avais un attelle à l'épaule. Je me suis fait opérer cet été-là parce que mon épaule a disloqué 4-5 fois par année. Puis je me rappelle, là, j'avais de la difficulté à la lever parce que mettre mon épaule en haut de mes bras, ça faisait mal. Mais t'as pas le choix de la lever, là. Non, c'est ça. Levé? Oui, je l'ai levé. Je l'ai levé, puis c'est drôle parce que tu vois cette photo-là, c'est mon deuxième bec à la coupe.
Puis je me suis fait une bosse sur le nez à lui donner un bec. Ah J'étais oui? tellement excité, je l'ai comme c'est ça la marque. Oui, Ok. non, ça c'est les batailles. Mais ouais, beaucoup d'intensité. Ok. Beaucoup d'amour. Oui, beaucoup. Et parlant de beaucoup d'amour, la prochaine photo? Hmm. Ben, j'espérais que ça soit ça, puis que ça Oui. soit pas genre avec quelqu'un d'autre. Là, Non, ou non, pas de danger. Ben écoute, une grande patineuse. oui, très grande patineuse qui ne l'assume pas, mais très grande. Elle a été intronisée au Panthéon du sport de Sorel la semaine passée. Cynthia Faneuf. Oui, puis écoute, elle a fait de grandes choses dans le patin artistique, tu sais, bien meilleure que moi. Elle a été 5e au monde à un certain moment. Ouais. Moi, j'étais dans les 700 meilleurs, là. Mais elle, 5e au monde pour se rendre là, Ouais. c'est quelque chose. Puis mes 3 beaux enfants, Jackson, je pense que c'était la première communion de Jackson. Je pense qu'elle lui a donné ses yeux, hein, Oui, Jackson? Ça se peut-tu? oui, les yeux verts. Ouais. Lou qui a 9 ans et Florence qui a 8 ans, deux danseuses de ballroom, OK. danse latine. Ma fille, elle s'en va à New York en fin de semaine danser à 8 ans. Ah oui, déjà, hein? Donc, c'est super Puis, cool. comment vous êtes rencontrés? Excuse-moi la question non. classique. Là, Ben, mais non. je suis juste curieux. C'est Là. cute. On s'est rencontrés. La marraine de mes 3 enfants, maintenant, une bonne amie à ma femme, c'était la massothérapeute à Cynthia, et la mienne aussi. Donc, un soir, elle a dit, il me semble que vous deux... moi, j'étais prêt à rencontrer. C'était 8-10 ans que j'étais célibataire. Puis, Cynthia a certaines relations. Puis, Étais-tu prête à rencontrer elle ou il a Peut-être fallu que tu travailles un peu? c'est elle qui a travaillé. Non. C'est macho. non. Écoute, Faut-tu le couper au montage? Non, Vas-tu chicaner? ben Là? non, ben non. On a pris un an où on a appris à se connaître. Ouais. Puis la deuxième été, elle m'a emmené dans une conversation. Puis on avait vraiment les mêmes valeurs. Un an? Ouais. Ben un an, mais tu sais, moi, je suis parti de ma saison. On se rencontre au mois d'août Ouais. de 2011. Puis je venais d'arriver à Philadelphie. Fait que j'ai été jouer à Philadelphie 1 an. Elle venait à mon tour d'un golf l'année d'après. Puis au mois d'août 2012, le 8 août, on a commencé, on a eu une discussion sérieuse sur c'était quoi nos valeurs de familiales, puis tout ça, comment on voyait la vie. Puis c'était comme let's go. Puis là, elle était supposée aller à l'école à Toronto, à étudier les médias. Puis elle avait loué un appartement. Puis elle a dit à son père, je m'en vais à Philly avec Max. Puis c'était l'année du lockout, 2012. Fait qu'on est parti, on a fait la tournée des joueurs, Bruno puis moi. On a habité à Montréal, on a habité à Châteauguay, après chez Bruno puis Mel. On a été 6 semaines en Finlande. Puis on a été à Spengler Cup, à Davos. Puis là, on s'est installé à Philadelphie ensemble. Puis on a fait 3 beaux enfants en 4 ans, 4 ans et demi. Puis on a été en Russie 3 ans. Tu sais, Jackson est né à Denver. On est enceinte d'école à Philly. Jackson à Denver, Lou à Boston, puis Florence entre 2 années de Russie, l'été à Montréal. OK. Fait qu'on, tu sais, c'est toute une guerrière, c'est une femme forte. Puis, Une guerrière? Oui. C'est une femme, tu sais, là, sa famille avant tout, puis elle a des super valeurs familiales, mais aussi de société. Elle se découvre en vieillissant aussi, puis on continue à évoluer ensemble. Tu sais, quand tu t'en vas le soir puis tu penses, admettons, à ta conjointe, puis je me dis, j'ai hâte de me bercer avec elle. Là, on est dans l'œil de la tornade où c'est chaotique parce que les enfants, l'œil de la tornade, c'est positif ce que je dis, là, mais tu sais, mais quand tu dis, crème, j'ai hâte de me bercer avec elle, c'est parce que... Crème, c'est beau, un homme qui parle de sa femme comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de femmes qui aimeraient ça avoir... Que leur homme parle d'elle comme ça. Ben, c'est pas facile. On arrive à 40 ans, je trouve qu'il y a beaucoup de... Tu sais, la courbe du bonheur, là, je trouve que c'est mal fait des fois la vie familiale avec la vie de travail où tu sais, t'es dans ton pic de carrière normalement, vers 40 ans, puis t'as des enfants en jeune âge, puis là, c'est de balancer les deux. Donc, on reste fort malgré tout ça, avec tout ça, c'est pas malgré, c'est avec tout ça, puis les valeurs se rejoignent, fait que... Je t'aurais gardé 4 heures. Oui, moi aussi. Tu donnes-tu des conférences? Ça doit. J'en ai une de prête. Je la markete pas. T'en as pas fait encore? J'en ai fait quelques-unes. Oui, j'en ai fait Parce que conférencier, là, ça serait... Ben, j'aime ça. Je pense déjà à Tony Robbins, là. Ah non, pas si loin. Mais tu serais bon, Je suis là. même pas rentré en spiritualité puis en
comment on fait pour se garder Ouais. sain, puis les réseaux sociaux, le AI. Ben, parce que là, tu sais, on a 30 minutes, puis je voulais parler Ouais. de la Coupe Stanley, là. Ben, politique, on imagine. peut parler de ce que tu veux, Mathias. Mais à poire et fromage aussi, là, Louis a besoin de spiritualité un peu, je pense. Ouais. Là. Ben, Ça ferait, on va ouais. y amener. C'est ce que j'y amène, en fait. OK. Puis nous, on fait ça, on essaie de faire ça une fois par mois, là, Ouais. avec Snake, J'aimerais ça. que tu as découvert. Oui, je le connaissais pas Puis, personnellement. ouais, Puis j'ai beaucoup de respect pour les gens passionnés comme ça. ouais. Hey, merci, j'ai des petits... Merci, Mathias. Puis là, j'ai su que tu n'avais pas eu les Pierre Gervais aussi. Tu n'es pas obligé, hein? C'est pas... parce que là, tu me parlais des accords tectoniques, là. Toltec, Toltec, excuse-moi. comment Je Mathias? l'ai eu, en plus, j'ai une demoiselle qui m'avait offert le livre, puis j'ai pas... je suis occupé à écrire, mais Je te comprends. Toltec. Les accords Toltec, c'est très bon comme livre. Coupez-le pas, là, je vais voir la cave, mais Ben c'est non, correct. c'est correct. Moi, j'ai un livre signé de Russell Crowe qui m'a envoyé les Hein? accords Toltec chez nous. Comment C'est ça? mon histoire de livre. Ben, je l'avais rencontré sur un tournage à Pittsburgh, puis j'étais blessé. Fait que je prenais soin de lui, puis un Ok. autre acteur canadien. Fait que moi, j'y sortais le soir, puis on a Fait que Russell Crowe t'a signé un livre. un livre, les 4 accords Toltec, parce qu'on en parlait un soir. Ça, c'est On va mon te le mot. signer, mais Ça, c'est un... Comment on appelle je ça? vais te Un le name dropping. signer, mais ça va être... c'est juste Ben non, c'est Mathias correct. Brunet, là. C'est parfait, j'ai une grosse bibliothèque. Merci beaucoup. Hey, merci, Max. Yes.